Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment courageux pour méditer en Shavasana avec cette chaleur? La règle pour utiliser Shavasana, c'est des conditions comme celle-là où les gens succombent à l'engourdissement grossier et sont prêts à ronfler. Donc si vous pensez que vous pouvez faire Shavasana, vous savez que vous avez suffisamment de clarté pour méditer dans cette posture, alors n'allez pas dans un coin tout seul, mais méditez à côté de quelqu'un pour être sûr que si vous sombrez dans le sommeil grossier, quelqu'un peut vous sauver en vous touchant ou vous secouant même. Ça brille. Ça flamboie. Alors on va essayer une méditation simple. Et donc on va revenir à cette méditation indiquée par Asanga par rapport à la pleine attention. Il y a un casque qui fait du bruit. Ça marche, le son. 1, 2, 3. Ça marche, le son. Catherine? Oui? Ça marche? ça marche? Ok. Commencez par installer le corps dans son état naturel. C'est l'état
de l'aise détendue, la tranquillité et le fait d'être alerte. Quand le corps est libre de tension. L'esprit est libre de saisie, de conceptualisation. Donc, permettez tout ce que vous connaissez par rapport au corps. Laissez cela au niveau de simples sensations. Le conseil de nombreux maîtres, en incluant un Mingyur Rinpoche, c'est qu'il est très important que où que qu'aille votre attention, elle aille parce que c'est dû à votre intention. Et donc vous pouvez toujours faire en sorte de diriger votre attention grâce à l'intention. Et donc le conseil dit, si des distractions vous submergent et que vous ne pouvez pas les ignorer, avec intention, dirigez votre attention vers cela, de telle sorte que votre attention n'est pas distraite. Vous volontairement, vous dirigez votre attention. Dans le cas, par exemple, d'un tracteur très bruyant à l'extérieur, on peut diriger notre intention vers cela au moment où ça nous submerge. Et donc si la chaleur devient une distraction irrésistible, laissez votre intention aller vers cela avec intention. Vous dirigez votre attention et examinez les sensations tactiles de l'élément de la chaleur ou l'élément feu. Et remarquez ces sensations tactiles de la chaleur avec la simple intention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couche conceptuelle. On ne définit pas. C'est juste des sensations tactiles simples. Et donc l'expérience de la chaleur, est-ce qu'elle change quand vous lui donnez simplement une attention nue? Et spécialement, si vous libérez toute saisie conceptuelle dans une image du corps,
qui dit « c'est mon corps ». En fait, ce qu'on a ici, c'est seulement des sensations tactiles, comme si elles survenaient dans l'espace. Un autre des éléments, c'est l'élément terre. C'est la sensation tactile de la solidité et de la fermeté. Permettez à votre attention d'être conscient de toute tension, tout type de crispation. Et quand vous les découvrez, laissez votre souffle être attiré par cela comme un aimant avec le fer. Et non, vous libérez ces crispations dans l'espace avec l'expire. Un autre membre de la famille des sensations tactiles, c'est l'élément eau. Vous pourriez ressentir la transpiration, le liquide sur votre peau. Et donc, connaissez cela avec la simple attention. Maintenez ce corps non conceptuel, des simples sensations tactiles, et demeurez dans cette libération qui mène vers l'état naturel de l'esprit, du corps. Donc sur la base de cette profonde détente, équilibrée avec la clarté avec laquelle vous commencez la méditation,
Découvrez l'état naturel de la parole. Le silence dénué d'effort. Et un contentement avec ce silence. Un autre aspect de l'état naturel de la parole, c'est abandonner tout contrôle sur le souffle. Laissez simplement votre corps respirer tout seul, sans préférer que ce souffle serait meilleur. Et établissez l'esprit dans son état naturel. Détendu, tranquille et clair. Lumineux, spacieux. Permettez à cette conscience spacieuse et lumineuse d'emplir entièrement votre corps et d'être simplement conscient des sensations tactiles, de l'élémentaire, de l'élément eau, de l'élément feu, et l'élément air, où qu'ils adviennent dans le corps. Ce sont les sensations de la solidité, de la dureté, des liquides et des flux, de la chaleur et du froid, et des mouvements. Tous, ce sont les 4 types de sensations qui peuvent être ressenties avec les sensations tactiles, avec la conscience tactile, la conscience principale tactile. Et quand votre conscience emplit votre corps, libre et ouverte, réceptive à tout ce qui peut advenir, les sensations du mouvement deviennent extrêmement remarquables. On peut les remarquer facilement.
Vous prenez un intérêt spécial maintenant dans les sensations du souffle qui changent, dans le corps, les sensations dans le corps qui changent au fur et à mesure que le souffle entre et quitte votre corps. Demeurez continuellement engagé avec les sensations du souffle, où qu'elles adviennent. Et sans vous focaliser sur un endroit particulier, vous pourriez découvrir des sensations dans des endroits surprenants. La Sangha nous dit de remarquer aussi comme une sensation tactile la fluctuation du prana qui advient dans le souffle, dans l'inspire et l'expire. Quand vous expirez, vous pourriez remarquer un approfondissement de votre détente. Cette pratique est extrêmement, elle soulage beaucoup, elle relaxe beaucoup. Sans effort nécessaire de votre attention pour se focaliser sur un endroit particulier. Un autre effet du prana qui est facilement détectable, c'est ressentir le fait de le rafraîchissement qui advient avec l'inspire.
il y a un approfondissement de la relaxation avec chacun des expires qui est subtil mais qu'on peut détecter et un rafraîchissement subtil mais détectable avec chacun des inspires. Avec cette pratique simple du souffle, vous pouvez trouver cet état de conscience extrêmement relaxé, extrêmement clair. Pour développer la stabilité, ajoutez l'intention au début de chacun des expires. Dans la pause brève avant l'expire, de manière non verbale et instantanément, souvenez-vous de votre intention de demeurer continuellement engagé avec les sensations tout au long de l'expire. Et parce qu'il y a la puissance de l'introspection, de la vigilance, qui est aussi importante que l'attention pour développer la stabilité, ajoutez un coup d'œil de vigilance à la pause après l'expire, sans perdre votre engagement dans les sensations du souffle. Simplement, remarquez simplement s'il y a de l'excitation, du laxisme qui sont présents ou qui sont sur le point d'être présents.
On va avoir des questions très rapidement. Mais avant qu'on le fasse, j'ai promis que ce soir, on sortira plus tôt que hier. Même si ça doit faire en sorte que mes réponses soient plus brèves. J'aimerais commencer par essayer de synthétiser les 4 modes d'attention de Dudjom Limba. Donc les 2 premiers modes d'attention, l'attention focalisée et l'attention manifeste, vont nous emporter tout au long des 9 niveaux de shamatha, où vous développez la focalisation dénuée d'effort. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire après cela? Parce que là, nous n'avons vu que les 2 premiers types d'attention, de modes d'attention. Les 2 autres modes d'attention, qui sont numéro 3, l'absence d'attention, et numéro 4, l'attention qui s'auto-illumine, elle vous amène à nouveau vers le substrat et la conscience substrat. Et donc, le numéro 3, c'est appelé l'absence d'attention, parce qu'à ce moment, il n'y a pas d'apparence. Et donc, vous allez trouver ça décrit dans le tableau que vous avez hier. Vous avez le tableau, les 4 modes d'attention. C'est appelé l'absence d'attention parce que l'attention nécessite un objet. Et en absence de toute apparence, il y a une absence d'attention. Et donc c'est ce qui advient après le niveau 9, on pourrait dire, dans les 9 stades de shamatha. Toutes les apparences, fondamentalement, disparaissent parce que les 5 sens ou les 5 consciences principales sensorielles sont absorbées dans l'esprit, dans le substrat. Et donc, il n'y a pas de données sensorielles à ce niveau-là. Et donc, ça correspond au niveau 5, cela correspond à l'absence d'attention. Donc, quand vous revenez au substrat, il y a une expérience extrêmement commune quand on passe 6 heures par jour dans le sommeil profond, dans le rêve. Mais c'est une expérience extrêmement différente du substrat. Parce que ce qui caractérise le substrat, comme nous le connaissons la plupart de notre existence, pendant le sommeil profond, le rêve, et quand on s'évanouit, ou quand on est en anesthésie générale, pendant la proche obtention noire, au moment de la mort, ce qui arrive, c'est un moment d'inconscience. On perd la conscience totalement. Et donc on atteint le numéro substrat, le numéro 3. Et c'est une autre luminosité, pas une luminosité, mais une cognition, une connaissance. On n'est plus inconscient quand on est dans l'expérience du substrat. Sinon, quelle serait l'importance de cela dans l'état de shamatha? Donc, je suis toujours en train d'attendre la réponse définitive sur cette question. Mais cela paraît logique pour moi. C'est que quand on atteint ce niveau de shamatha, vous devenez conscient
vous restez lucide, comme dans le rêve ou dans le sommeil profond. Vous demeurez lucide. Et donc, ça pourrait être une expérience extraordinaire, d'être à plein temps, de rester lucide 24 heures par jour. Parce qu'à ce moment-là, vous avez certainement obtenu une lucidité extrêmement commune au cours de l'état de rêve. Et pour être lucide aussi dans le sommeil profond et dans les rêves, grâce à la pratique de la simultanéité, de la tranquillité et du mouvement, vous avez obtenu, grâce aux 2 premiers niveaux d'attention, vous avez obtenu la même lucidité qu'à l'état d'éveil. Donc cela pourrait être cela, quand vous avez obtenu ce niveau de shamatha, vous êtes lucide tout le temps. Il n'y a pas d'inconscience, il n'y a plus d'inconscience. Et donc j'attends des débats supplémentaires là-dessus. Mais, quoi qu'il en soit, l'expérience, quand vous demeurez dans l'absence de conscience, d'attention et dans le substrat, dans cet état particulier, il y a les 2 qualités de la conscience, qui sont la conscience qui est lumineuse et cognitive. Maintenant, vous pourriez dire, il n'y a que la qualité cognitive de la conscience. Elle connaît, mais il n'y a pas d'apparence. Donc, elle se connaît elle-même. Cette cognition, c'est une absence, en fait, c'est une absence de non-connaissance ou d'inconnaissance. Il y a un développement supplémentaire avec le numéro 4. Cela arrive assez rapidement. Et donc vous avez ce substrat, le substrat, la vacuité du substrat. Et la qualité lumineuse de l'esprit émerge de la même façon qu'elle le fait chaque matin quand vous vous réveillez ou quand vous commencez à rêver. La nature lumineuse devient manifeste comme la conscience substrat. Mais dans cet état non plus, il n'y a pas d'apparence. Donc l'esprit est lumineux et cognitif. Et les qualités qui remplissent la conscience, c'est juste la luminosité, la non-conceptualisation. La non-conception, c'est la vacuité du substrat. Vous avez la luminosité, la non-conception, et vous avez la félicité. Et donc, simplement demeurer dans la non-conception et dans la luminosité, dans la nature essentielle de l'esprit relatif, mène à l'expérience de la félicité. Et donc cette félicité, comme je l'ai mentionné brièvement hier, je crois, c'était corrélaté avec la souplesse physique et mentale quand vous obtenez shamatha. C'est l'une de ses grandes qualités. Et donc on n'a pas le temps malheureusement d'aller voir dans toutes ces descriptions ce soir. L'une des expériences intéressantes quand vous obtenez shamatha, Arya Sangha dit, comme il est cité par Tsongkhapa, qu'au début, la félicité que vous avez obtenue quand vous avez obtenu shamatha, il y a une félicité quand vous avez obtenu les 4 modes d'attention. Elle est tellement submergente qu'elle vous rend incapable. Vous ne pouvez rien faire avec cela. Tout ce que vous voulez faire, c'est demeurer dans cette félicité. Et tous les maîtres nous mettent en garde par rapport au danger qui
d'être attaché à cet état de non-conception, luminosité et félicité. L'une des façons pour avec lesquelles cette mise en garde est faite, c'est dans les instructions essentielles des grands maîtres de Dzogchen et du Mahamudra. Et ils montrent la distinction entre cette conscience substrat, la non-conception, la luminosité, la félicité de la conscience substrat, qui est la nature essentielle de l'esprit relatif, et la nature ultime de l'esprit, de la cognition, la conscience primordiale. Et ce n'est pas très loin, mais c'est une distinction extrêmement importante. Et on va aller voir cela. Et donc, si votre enseignant vous donne une instruction sur l'entraînement de shamatha, il va faire cette distinction entre l'obtention de shamatha et l'obtention de la conscience primordiale. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez l'évidence moins d'attachement vis-à-vis de ces trois qualités de shamatha. Et donc, vous aurez moins la tentation d'entrer dans les pratiques des dhyāna, comme du temps du Bouddha. Et donc, je voulais simplement synthétiser cela. Et donc, il n'y a pas de pratique particulière à faire qui vous mènerait depuis ce numéro 2, deuxième type de mode d'attention vers le troisième, pour obtenir l'établissement égal de shamatha. Et donc en fait, les apparences cessent de survenir et vous finissez dans le substrat, la conscience substrat, et vous obtenez la souplesse physique et mentale de shamatha. Je voulais simplement rapporter cela. Et j'avais pensé, en fait, que le temps nous manquait. Et j'espérais qu'on fasse cela pendant la retraite. Mais il y a encore des choses très importantes à venir. Donc, l'une des pratiques que j'espérais enseigner en cours de l'une des sessions du soir, mais je pense il nous manque du temps pour aller vers toutes ces pratiques. C'est la pratique de fusionner l'esprit avec l'espace. Et donc, c'est dans certaines présentations de Padmasambhava sur la pratique de shamatha. C'est la pratique qui vous permet d'aller de l'esprit dans son état naturel, les étapes précédentes de shamatha, et vous terminez à fondre votre esprit dans l'espace. Et c'est là où vous demeurez, où vous reposez, la plupart du temps comme étant la conscience dans la conscience. Et vous reposez l'esprit sans apparence, mais vous êtes en train de connaître consciemment la luminosité et l'étendue spacieuse de votre conscience. Et donc c'est une autre pratique inspirante, mais c'est un petit peu en deçà de ce que je voulais garder comme point de focalisation au cours de la retraite. Et donc c'est juste que vous connaissiez son existence à cette pratique. Et donc c'est un enseignement commun de Alan Wallace. Et vous pouvez aussi trouver cela dans le livre qui a été traduit par Alan Wallace, les enseignements de Geshe Rinpoche, sur le texte la libération naturelle de Guru Rinpoche de Padmasambhava. C'est suffisant. Et la raison pour laquelle je voulais remettre ça en avant ce soir, c'est que demain, on peut commencer un nouveau sujet fraîchement. Demain, on va commencer la fusion de shamatha et de vipassana. Et là aussi, c'est une pratique extrêmement inspirante et distincte du Mahamudra et du Dzogchen.
ce n'est pas que nous allons quitter notre pratique de la simultanéité et de l'immobilité du mouvement. On va garder cela comme étant une pratique fondamentale au cours de la retraite, mais on va ajouter des éléments importants de Vipassana. Donc, souvenez-vous que dans le second type d'attention, de shamatha, le Mahasiddha Maitripa a mentionné le calme mental focalisé sur la conceptualisation. Et donc il a dit que en demeurant sans préférer la vertu ou les pensées vertueuses ou non vertueuses, quel que soit le contenu de vos pensées, vertueuses ou non vertueuses, vous demeurez dans cette tranquillité. Et vous allez connaître la nature des pensées. Et donc il dit, dans les dernières lignes de cette citation que vous avez, que vous êtes aussi conscient au fur et à mesure que vous avez les apparences, vous connaissez la nature de la conscience elle-même, qui connaît ces apparences. Et donc, clairement, il parle de la fusion de shamatha et de vipassana, l'union des deux. Il les décrit comme étant une pratique de shamatha. Et donc, c'est le génie du système, je pense, que quand vous faites shamatha, une pratique de shamatha, et vous développez la stabilité et la vivacité et la focalisation en un point et la vivacité de shamatha, la limpidité, donc vipassana devient inévitable, devient crucial. C'est ce qu'on verra demain. Mais c'est un système extrêmement élégant pour faire la pratique de vipassana de manière avec l'observation. Et donc, je vous introduirai cela, la structure de la vue, de la nature ultime de l'esprit du point de vue de Dzogchen. Mais en fait, notre investigation va surtout être empirique. Et donc, ce que vous pouvez observer, c'est l'importance de shamatha. C'est comme Lama Alan dit, vous avez développé les technologies contemplatives. Et donc, c'est comme si vous aviez un télescope Hubble dans l'espace. Maintenant, vous pouvez examiner les étendues spatiales qui étaient inaccessibles avant. Et maintenant, vous avez développé ce mode d'observation. Et maintenant, en allant dans la nature essentielle de l'esprit grâce à shamatha, c'est le moment d'examiner la nature de cet esprit essentiel. Et donc c'est là où le progrès vers vipassana va survenir de manière assez rapide dans cette approche, après que vous ayez obtenu shamatha. Et donc ça suffit pour ce soir. On peut voir les questions. So there is one I don't understand. If you can read it by yourself, okay. Maybe. Can you tell me the total number so I have a budget and time? Here's one. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Looks like a deck of cards right there. Infinite number, almost. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yeah, 14, 15. C'est bon à savoir. Donc on va commencer avec celle-là. Vous nous avez donné beaucoup d'explications fascinantes sur ce qu'est et comment les choses existent. Merci pour cela. Par chance, pourriez-vous... I don't understand. C'est une question intéressante que je ne comprends pas personnellement, le traducteur. Et donc je vais la faire brève.
à pourquoi ce quoi et comment sont si importants. Et donc, ça c'est quelque chose que la science aime avoir. Ce qui advient, comment cela advient, comment sont les causes et les conditions, comment ces causes et conditions créent des phénomènes interdépendants. Mais la question que la science ne peut pas, à laquelle ne peut pas répondre, c'est la question, c'est pourquoi. Ah, ok, pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et la question, quand vous demeurez dans la simultanéité de l'immobilité et du mouvement, ces apparences surviennent. Vous savez quelles sont ces apparences? Mais pourquoi ces apparences? Maintenant, pourquoi? Donc j'ai travaillé sur un livre, un deuxième livre, il y a quelques années, et donc le titre c'était « Pourquoi ceci maintenant ?» Parce que c'est la question qui vient d'un argument avec Daniel, qui est un philosophe sur le cognitivisme. C'était l'architecte du matérialisme, l'une des figures de la science cognitive et matérialiste. Et la question qu'il a posée, je pense que c'est une bonne question. Toute explication des apparences dans l'esprit, basiquement, doivent répondre à la question « Pourquoi est-ce que ces apparences surviennent maintenant ?» C'est une pensée intéressante. Donc je pense honnêtement que le bouddhisme a la réponse la plus satisfaisante à cela. Et donc le mûrissement du karma. Et donc vous pourriez vous poser pourquoi est-ce que cette graine karmique mûrit maintenant? Et donc c'est là où cela entre dans le domaine de Shinto Kogyo, le phénomène est complètement caché. On doit se remettre aux karmiques corrélations découvertes par le Bouddha ou les autres éveillés. Les causes et les effets en profondeur. Mais il y a aussi une réponse très intéressante à pourquoi, dans le Dzogchen et le Mahamudra. Et donc cette question, je vais juste vous dire que ça ne va peut-être pas faire grand sens maintenant, mais je vais le mentionner à nouveau plus tard, et ça fera plus de sens à ce moment-là, quand on entrera dans la conscience primordiale. Et donc, vous pourriez poser la question, quand vous demeurez dans la conscience primordiale, vous êtes au-delà du karma. Donc il n'y a pas de cause et d'effet karmique dans cet état de la conscience primordiale. Et donc, pour une raison, parce qu'il n'y a pas de temps, c'est intemporel, c'est le 4e temps, au-delà des 3 temps du passé, présent et futur. Et donc il n'y a pas de avant et après pour que la causalité puisse agir, et pour d'autres raisons aussi. Et donc il y a une explication. Quand nous demeurons dans cet état, dans la non-méditation, ce que nous faisons, c'est simplement observer les apparences. Parce que dans le Dzogchen, demeurer dans cet état ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apparence du tout. Je pense que demain, nous allons regarder les citations de Sa Sainteté le Dalai Lama dans un texte sur le Dzogchen qui explique quelque chose de très important, très intéressant,
sur la différence entre les écoles Nyingma et Sarma, les écoles anciennes et nouvelles. Le Dzogchen a été transmis dans l'école Nyingma, l'école des anciens, et la tradition Gelugpa appartient aux écoles nouvelles. Et donc il y a une distinction extrêmement importante, mais je le laisserai sa sainteté en parler. Et donc il suffit juste de dire que dans cet état, vous êtes au-delà de toute la conceptualisation. Les apparences continuent à survenir spontanément. Donc la question alors est pourquoi? Pourquoi cette apparence? La réponse qui est donnée dans le Mahamudra et surtout c'est parfaitement cohérent avec le Dzogchen, c'est la compassion. Les apparences adviennent maintenant comme étant la manifestation de la conscience elle-même à la conscience elle-même. Donc, c'est non-duel. Et donc, c'est ce qui vous permet de parcourir la voie. Donc, c'est intéressant. Du pourquoi. Et c'est une question très profonde. Et donc, c'est quelque chose que nous pourrions tous examiner. La question, pourquoi ceci maintenant? Pourquoi est-ce que ça se manifeste maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a cette apparence individuelle maintenant? Donc, on s'est suffisamment dit là-dessus. I don't understand what means the unification of stillness and movement. Does it mean that we perceive both simultaneously? Donc la question c'est, je ne comprends pas ce que veut dire l'unification de la tranquillité du mouvement. Est-ce que cela veut dire les percevoir toutes les deux simultanément? Oui. Et donc c'est en fait, c'est réaffirmer les prémices et la conclusion. La réponse est oui. Donc la tranquillité, le mouvement simultané, c'est une expérience qui est difficile de comprendre ce que cela veut dire. Et donc c'est pourquoi j'ai mentionné que je pense que ce n'est pas, et que ça semble être une alternance entre ces deux. Une oscillation entre la conscience de la conscience sans apparence, parce que vous observez les apparences et elles sont un peu effarouchées, donc elles ne se manifestent pas. Et donc, quand elles surviennent et que vous ne les avez pas notées au moment où elles survenaient, elles ont la capacité de vous kidnapper et de vous emmener vagabonder. Donc, votre pratique de la tranquillité du mouvement peut être la stabilité ou la tranquillité et le mouvement. Et donc le mouvement va être d'être fondu avec ses apparences et vous êtes en train de vagabonder, vous avez perdu votre tranquillité ou votre immobilité. Et donc il semble qu'il y ait quand votre esprit qui vagabonde. Quand j'essayais de faire avec cela, j'essayais de vous donner quelques indices à partir de ma propre expérience, parce que c'est très... Basiquement, quand on arrive à ce point, il y a des mots qui décrivent la pratique. Et l'intention, c'est pour que chacun d'entre nous revienne dans la grotte et user le coussin, jusqu'à ce qu'on ait une expérience, un référent expérimental de ce que ces mots veulent dire. Et donc j'essaie de vous donner un raccourci de ce que ce n'est pas. Et donc l'alternance, en parlant d'alternance entre la tranquillité et le mouvement, je pense que beaucoup d'étudiants qui ont pratiqué la simultanéité de la tranquillité et du mouvement pendant longtemps continuent de le faire. Et j'ai entendu des commentaires de certaines personnes ici et là.
parce que certains de mes étudiants pratiquent cela, et des étudiants la Mahalan pratiquent cela pendant 7 ans, 8 ans ou plus. Et donc c'est pourquoi, pour moi, l'expérience qui semble capturer cela de la manière la plus proche, c'est l'expérience maintenant, c'est le rêve lucide. Basiquement, c'est faire un rêve lucide dans l'état de veille, en fait. C'est quelque chose qui m'a permis de pratiquer. J'ai eu l'opportunité d'en parler avec la Mahalan après une retraite sur les rêves lucides. Et il a dit oui, c'est exactement cela. Et il a mentionné ensuite cela plusieurs fois dans ses enseignements. Et donc je pense que je suis sur la bonne voie par rapport à ça. Basiquement, cette expérience, il n'y a pas d'effort impliqué, c'est juste comme un rêve lucide. Les apparences surviennent et il n'y a pas d'effort à fournir pour ça. Et il n'y a pas non plus d'effort à maintenir la tranquillité. Parce que tout ce que vous faites, c'est de maintenir un point de vue qui est juste la lucidité. Et ça va être plus facile pour vous après-demain. Parce qu'une des choses qu'on va faire demain, c'est de commencer à investiguer la nature de ces apparences qui surviennent. Et donc l'une des qualités des rêves lucides, c'est de connaître, de savoir que ces apparences, elles surviennent dans rêve, ne sont rien d'autre que des apparences oniriques. Et donc on ne les prend plus au sérieux comme étant réelles. C'est comme c'est insubstantiel, c'est une apparence dans l'esprit. C'est juste la façon dont les choses existent, ici en France. Donc cette expérience, si vous n'avez pas une expérience des rêves lucides, ça pourrait être pas si utile parce que ce sont juste des mots sans expérience pour comparer. Mais quand vous avez une expérience des rêves lucides, quand vous progressez vers Shamatha, avec des retraites plus longues, avec les instructions sur les rêves lucides comme partie des sessions de soir, quand vous progressez sur Shamatha, naturellement, vous devenez lucide dans vos états oniriques, dans vos états de rêve. Et donc Shamatha soutient le développement des rêves lucides. Et franchement, je pense que ce n'est pas que Shamatha, mais spécifiquement cette pratique de la simultanéité, de la tranquillité du mouvement. Parce que c'est exactement ce que vous essayez de faire dans les rêves, c'est d'être lucide. Donc cette pratique, comme en tant que Shamatha, développe l'expérience des rêves lucides. Et dès que vous avez l'expérience des rêves lucides, vous savez exactement à quoi ça ressemble d'être dans la lucidité, de simplement observer les apparences qui surviennent. Souvenez-vous des instructions clés pour expérimenter cela. C'est quand vous réveillez de cette distraction, vous avez remarqué, vous cessez de vagabonder. Donc, il y a cette approche en 4 étapes. Vous dessaisissez votre crispation sur l'objet de distraction. Maintenant, vous ne faites pas cela. Parce que ce serait l'excitation que vous auriez quand vous avez votre premier rêve lucide. Ah, je suis lucide. Et vous vous réveillez. Vous avez perdu l'équilibre de Shamatha. Et donc, ne soyez pas trop excités. Ça veut dire, n'effrayez pas ces apparences que vous êtes en train de percevoir. Pour être lucide, ce n'est pas le problème, les apparences, c'est le fait d'être lucide ou pas.
Donc il ne faut pas non plus... et vous êtes en train de connaître. Là, par exemple, vous êtes éveillé, par exemple. Là, vous êtes dans l'état de veille. Donc, parmi les 4 étapes que nous avions vues précédemment, de reconnaître la différence entre cette sensation de lucidité et le moment précédent de vagabondage, de non-lucidité, c'est extrêmement distinct, n'est-ce pas? Par exemple, là, des fois je dis de vous dire, quand je suis lucide, je suis lucide à nouveau. C'est le sukha, c'est la félicité, un sens de plaisir. C'est renforcer la lucidité. Et vous pourriez ajouter la phrase, c'est ça. Parce que la lucidité, c'est l'un de ces termes. Qu'est-ce que l'enseignant a évoqué? Lucidité, lucidité, lucidité. À quoi cela ressemble? C'est ça. C'est la lucidité. Et vous ne serez plus autant lucide, vous ne serez pas autant lucide que vous le serez à ce moment-là. Donc, reconnaissez la différence entre la lucidité et le moment précédent où vous étiez en train d'errer. Et plus tard, dans votre pratique de la simultanéité, de la tranquillité et du mouvement, n'effrayez pas les apparences, mais ajoutez une pincée de lucidité comme vous assaisonneriez une soupe. Donc, n'effrayez pas les apparences. Essayez de garder le flot des apparences. Ça va être comme rêver. Et vous avez la lucidité, et qui est la tranquillité. Et là, vous avez la simultanéité de la tranquillité du mouvement. Yes, you said previously that we can have the main object of focus in the center of the attention, and another one in the periphery, and also the opposite. That's what I'm experimenting in my practice. However, the scientific research say that our brain can only focus on one thing and not two. As there is some kind of oscillation, some alternate. So, how can we conciliate both? Do we speak about the same thing? Oui. And do you need to translate the question? Oh yes. Donc vous avez exposé qu'il pouvait y avoir l'objet de méditation au centre de l'attention et un autre objet périphérique ou l'inverse. C'est ce que j'expérimente dans ma pratique. Toutefois, les études scientifiques montrent que notre cerveau ne peut se concentrer sur 2 choses à la fois, mais qu'il passe très rapidement de l'un à l'autre. Comment concilier les deux? Parle-t-on de la même chose? En fait, la science et le bouddhisme disent en fait la même chose. C'est remarquable comment ils sont proches. Ils correspondent l'un avec l'autre. Vous pourriez, dans les deux, dans la science et le bouddhisme, vous pourriez parler des différents instants de conscience ou de l'esprit. Dans le bouddhisme, dans l'Abhidharmakosha, il est dit que dans un claquement de doigts, il y a 64 moments d'esprit, 64 instances, 64 mûrissements du karma qui engendrent différents moments de conscience. Et chacun de ces consciences sont potentiellement des différents moments de conscience. Donc c'est extrêmement effrayant, mais c'est possible. Donc le bouddhisme parle de cela. La conscience n'est pas un flot ou un cours qui ne serait pas distinct, mais en fait, ce sont différentes instances de conscience qui s'écoulent les uns après les autres. Donc l'analogie est similaire avec un film
Vous avez peut-être 28, 20, 22, 24 images secondes, ou 24, quel que soit le nombre. Ouais, ce n'est pas assez important. Et donc, un nombre d'images par seconde. Et donc, ce sont des photos statiques, mais elles sont protégées à une vitesse qui donne l'impression qu'elles se fondent l'une dans l'autre. Et donc, elles apparaissent comme étant des mouvements. Ça apparaît comme étant un continuum égal, mais si vous pouviez voir, ralentir ou voir les constituants du film, vous verriez les images successives. Les yogis ont la capacité d'observer l'impermanence subtile, de découvrir ce que Alan Wallace appelle la vivacité temporelle. Oui, le temporel, c'est relié au temps. Vous êtes capable d'appréhender des moments de plus en plus brefs de conscience. Théoriquement, vous pouvez obtenir le point où vous pourriez voir des moments individuels, des 64 moments qui sont dans un claquement de doigts. Et donc, ce serait une vivacité extrêmement immense, cette vivacité temporelle. Et donc, vous pouvez trouver ça de manière extrêmement bien détaillée dans les livres de Richard Davidson. Le cerveau émotionnel. La vie émotionnelle du cerveau. Il y a beaucoup de sciences dans cela, et la neurophysiologie aussi. Pourquoi cela prend un certain type de temps pour avoir une activité neurale, enfin un ensemble de neurones qui vont s'assembler pour avoir un moment de cognition. Et donc les expériences essayent de trouver la limite inférieure où les moments sont possibles de connaître quelque chose. Et ils parlent, par exemple, masquer le moment présent de stimulation, etc. Et donc, on va dire qu'il y a 20 millisecondes, 20 ou c'est encore possible. Millisecondes, 20 millisecondes, ce serait 50 apparences par minute. Et donc c'est extrêmement bref, c'est très proche de 64 par claquement. Et donc 64, c'est venu de la science intérieure et l'introspection. Et simplement le développement de shamatha. Donc ce sont les moments de conscience. Et le bouddhisme et la science disent des choses très similaires sur ce point. Et quand on regarde donc avec la cible, on avait dit qu'il y avait l'excitation grossière, moyenne et subtile. Dans l'excitation grossière, vous perdez votre objet de concentration. Dans l'intermédiaire, que vous avez au niveau 4 de shamatha, comme la personne a mentionné, en effet, au centre, vous avez l'objet non choisi. Et dans la périphérie, dans les cercles périphériques d'attention, vous avez votre objet choisi. Avec l'excitation intermédiaire, vous avez l'objet qui n'est pas choisi, par exemple, on va dire un souvenir au milieu, et dans la périphérie, vous avez les sensations du souffle, par exemple. Qu'est-ce qui arrive? La raison qui dit que vous avez l'excitation qu'elle n'est pas grossière, c'est que votre attention, elle est isolée, très proche. Elle oscille très rapidement, et donc elle semble continue, mais ce n'est pas. Et donc c'est la même chose que les images qui se suivent les unes après les autres sur le film, sur le projecteur. Et donc c'est une oscillation,
qui est très rapide. Et donc c'est la différence entre l'excitation moyenne et subtile et la focalisation. Parce que la focalisation, comme le terme l'indique, c'est on est juste au centre de la cible. Et il n'y a rien dans la périphérie où la conscience oscillerait entre un point et un autre. Donc ils disent la même chose. Donc l'excitation subtile, c'est juste l'opposite. C'est que vous avez l'objet choisi qui est l'objet choisi est au milieu et l'objet non choisi est dans la périphérie, l'oscillation. Et donc ça semble, en fait, c'est juste que c'est plus prédominant en fait quand c'est au centre de l'attention, au centre de la cible. Mais il y a une oscillation malgré tout. Et donc c'est-à-dire que l'objet choisi dans l'excitation subtile, il est prédominant. Could you explain how the mind and the prana are linked? Thank you. How the mind and what? And the prana are linked. Est-ce que vous pourriez expliquer comment l'esprit et le prana sont associés? Not really. Non, pas vraiment. So, but I could just say a few Je peux juste dire quelques mots. But, yeah, I can't say that I'm an expert in that. Et donc je ne peux pas dire que je sois un expert là-dessus, mais j'ai étudié les philosophies sur le yoga. Et il y a les 5 Kosha. 5 layers, basically, like an onion. Ah, différentes enveloppes. So basically, like an onion layer. Et comme des couches dans un oignon. 5 layers. Et là, il y a 5 couches. The question is, La question est, all of science really says la science s'est questionnée là-dessus. Est-ce qu'il y a 2 substances dans le monde, la matière et l'esprit, comment est-ce qu'elles peuvent se relier l'une à l'autre? Parce qu'en accord avec les lois de la physique, il y a la loi de la causalité. Seules les choses physiques peuvent être les causes de choses physiques. Et seulement les choses mentales peuvent être des causes de choses mentales. Et donc il semble que ces 2 substances de l'esprit et du corps ne peuvent jamais se relier l'une à l'autre. Mais le prana, c'est on peut dire, c'est le chaînon entre l'esprit et le corps dans la philosophie du yoga, dans le tantra bouddhiste aussi. Et le prana, c'est de l'énergie. Le meilleur mot, c'est l'énergie pour le transcrire. En tibétain, le souffle ou l'air, vayu en sanskrit. Et donc, les souffles parcourent le corps et la description qui est la plus importante pour utiliser les pratiques du corps subtil pour obtenir des états de réalisation, c'est que les souffles et l'esprit font un tandem. La raison pour laquelle le prana a la capacité de faire cela, c'est que, comme Lama Alan l'a montré, le prana est physique, mais il n'est pas matériel. C'est une distinction très importante. Certaines substances dans le monde sont physiques et matérielles. Presque toute la matière, c'est comme ça. Toutes les matières, les éléments matériels sont fondés sur des particules élémentaires. Et l'énergie, c'est quelque chose d'autre. Et donc c'est assez intéressant parfois d'écouter Lama Alan qui décrit comment les physiciens décrivent la matière et l'énergie. Si vous voulez rigoler un bon coup, parce que en fait ils disent
ils arrivent dans une impasse et ils disent « Arrêtez de poser la question ». Parce qu'en fait, l'esprit et la matière deviennent des abstractions, la solidité est quelque chose de concret. La meilleure explication de ce que c'est simplement une abstraction mathématique. Mais le prana, c'est comme l'énergie électromagnétique ou les radiations électromagnétiques. C'est capable d'interagir avec les choses physiques, mais elle-même n'est pas matérielle. Et donc, les radiations, par exemple, les radiations électromagnétiques peuvent passer à travers la Terre, etc. Et je ne suis pas un physicien, mais c'est la façon dont le prana est dit fonctionner, c'est physique, parce que ça peut interagir avec le corps physique, mais c'est immatériel. Et donc ça peut aussi interagir avec l'esprit immatériel. Et donc c'est les souffles, le prana, l'esprit et le prana fonctionnent en tandem. Et Dudjom Lingpa décrit cela, il dit que l'esprit est comme une personne qui n'a pas de jambes, qui est hémiplégique. Il ne peut pas marcher. Le prana, c'est comme un cheval sauvage. Il n'a pas de direction. Il ne sait pas où aller. Mais il a toute l'énergie qu'il faut. Il peut se déplacer. Et donc les deux associés, la pensée, donnent la direction et un but au prana. Et donc les deux vont avoir une combinaison extrêmement puissante, vont être une combinaison extrêmement puissante, parce que le prana va être mené même inconsciemment par l'esprit, et donc quand on utilise une intention puissante en tant qu'expérience mentale pour bouger le prana, pour l'emmener à des endroits spécifiques du corps, l'effet peut être extrêmement profond. Et cela peut mener à des états de réalisation. Donc c'est la meilleure réponse que je puisse donner. How to maintain calm, pristine awareness in activity, waking state, etc., when we are not meditating out of the cushion. Comment est-ce qu'on peut maintenir une conscience primordiale calme dans l'activité, dans l'état de veille, quand nous ne sommes pas en train de méditer, donc sur le coussin? Donc la personne renvoie certainement à ce point à la fin des prières du matin, où la conscience primordiale de Padmasambhava et notre propre conscience primordiale deviennent indistinctes. Et l'instruction est de demeurer simplement dans cette conscience primordiale tout au long de la session et toutes les sessions de la journée, sur et en dehors du coussin. Ça semble être cela. Donc on entrera dans cette question. Quand on parlera de la conscience primordiale, toutes les prières jusqu'à maintenant, c'était pour nous préparer. Les prières, quand on revient à ces prières, à la fin de cette retraite, quand on reviendra, tout aura un sens. Et vous verrez comment c'est cohérent, toutes ces prières. Pourquoi le refuge, c'est indiqué comme cela, la mudita est indiquée comme cela. Pourquoi les 10 branches de cette prière sont expliquées comme ça. Ça fera sens quand nous serons allés au travers des qualités de la nature de la conscience primordiale. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre pour aller jusque-là, parce que, en fait, la question est la même avec Shamatha. Il y avait une question hier, ou un commentaire, pas une question. Plus je médite, plus je fais la retraite, moins je veux revenir dans le monde. Et donc, cette pratique
de la stabilité et du mouvement simultané, c'est ce que vous devriez apporter avec vous à la maison. C'est une pratique importable qu'on peut importer. Et donc, quand vous avez une conversation avec votre patron ou avec un employé, et peut-être que c'est un peu conflictuel, est-ce que vous pouvez maintenir la stabilité de votre conscience en face de cette apparence qui bouge, où les émotions surviennent, tout type d'importance dans l'interaction? Est-ce que vous pouvez maintenir cela, ou avec les membres de la famille, ou avec quoi que ce soit que vous fassiez? Que vous soyez caissier dans un supermarché, etc. Est-ce que vous pouvez conserver la stabilité au sein du mouvement? C'est notre but, de maintenir cette conscience spacieuse et tranquille, quoi qu'on fasse. Et même si vous avez des tâches conceptuelles, et il y a quelque chose qu'on peut expérimenter pour voir si c'est vrai ou faux pour vous. Souvenez-vous de ce qu'a dit Gyatso Rinpoche, que même si ça semble si paradoxal, vous pouvez maintenir une vue non conceptuelle de l'esprit conceptuel à l'activité. Et donc, même si vous faites quelque chose d'extrêmement conceptuel, comme écrire quelque chose, un argumentaire, vous écrivez une thèse, c'est très conceptuel, vous faites une thèse et vous avez tous les raisonnements qui sont là, ou vous comptez, etc., vous faites vos comptes, etc., et donc là, c'est très conceptuel. Est-ce que vous pouvez faire cette tâche conceptuelle tout en maintenant la tranquillité de l'esprit non conceptuel? Et donc, si vous pouvez devenir un maître de la simultanéité, de la tranquillité et du mouvement, vous avez le potentiel de le faire. Et donc, how to maintain, yeah. Yes. Une autre chose ici, qui est importante en dehors du coussin, ce n'est pas une réponse stricte à la question, mais basiquement, vous pouvez pratiquer shamatha à un degré. C'est quand on a fait une retraite, qu'on a atteint un niveau élevé dans shamatha, ou même shamatha lui-même, quand vous avez obtenu shamatha, vous n'avez plus besoin de retraite. Vous pouvez obtenir la focalisation dans le monde extérieur. Mais avant cela, la conscience devient de plus en plus tranquille et vivace. Vous pouvez garder la stabilité et le mouvement en même temps. Une pratique qui est très bénéfique en dehors du coussin et très facile et naturelle à faire, c'est la pratique de Vipassana. Et spécialement le type de Vipassana que nous allons faire à partir de demain. Elles sont naturelles, elles sont si faciles et tellement plaisantes et tellement révélatrices. On va faire peut-être pas une fusion. Il semble qu'il y ait de certaines distractions, etc. Mais vous pourriez au moins tout le temps faire la pratique de Vipassana en dehors du coussin. Et puis, quand vous avez la conscience primordiale, quand vous avez ça, ça devient encore plus facile. How can we eliminate hatred, la haine du monde ou dans le monde? La haine du monde, comment éliminer la haine du monde ou la haine dans le monde, dans le sens de la question. There are two ways to understand that. How eliminate hatred for the world or in the world that can go as far as we refuse to live on earth. To go as far as we refuse to live on earth? Oh. Well, don't give up on earth yet. N'abandonnez pas. It's still the best thing that we C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour un être humain, pour les êtres conscients. Il y a tellement de planètes, il y a tellement de mondes habitables,
la science dit à peu près la même chose que dans le bouddhisme à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut éliminer la haine? La chose importante à reconnaître, c'est qu'on ne sera pas capable d'éliminer la haine chez les autres. Pas nécessairement. Mais ce qu'on peut faire, certainement, c'est éliminer la haine en nous. Et donc, par espoir, par chance, si on est capable d'éliminer la haine en nous, on devient un modèle pour les autres. Et donc, par chance, l'amour bienveillant se répand grâce à notre exemple. On peut l'espérer. Une autre chose qu'on n'aura pas le temps de faire, d'évoquer, peut-être le dernier jour, dans notre synthétisation, comment les émotions sont contagieuses. Et la compassion aussi est contagieuse. Et il y a des études qui démontrent cela. Si on développe une grande bienveillance, la compassion infinie, ça va se communiquer aux autres personnes que nous fréquentons, simplement par l'exemple, mais aussi c'est une communication non verbale vis-à-vis des autres. Et les gens, l'une des découvertes des scientifiques, c'est que quand quand les gens voient des actes de compassion, ils ont plus tendance à avoir ces mêmes actes compatissants eux-mêmes. Et donc, la haine dans le monde, est-ce que elle peut être éliminée? On doit commencer par nous-mêmes. Et donc, surtout en ces temps où il y a tellement de haine entre les êtres, qui est encouragée par certains politiciens, par exemple, pour d'autres personnes, pour les immigrés, les réfugiés, c'est extrêmement important que nous nous tenions droit et soyons différents. Ne nous laissons pas influencer par cela et soyons des exemples pour contrecarrer cette haine. Et donc, on peut développer la compassion et la développer et la répandre à partir de nous. Est-ce que c'est OK de haïr quelqu'un qui encourage la haine? Par exemple, il y a des personnes très puissantes, par exemple une personne très puissante dans le monde aujourd'hui, une personne très puissante qui a des effets de remous dans le monde. Tout le monde sourit parce que tout le monde sait de qui je parle. Et donc, est-ce que c'est OK de haïr cette personne? Ou est-ce que cela nous rend exactement comme cette personne est devenue? Et donc, la chose à garder à l'esprit, parce que c'est très important, et donc c'est mentionné en grand détail dans ce livre, un dialogue entre Paul Ekman et sa sainteté le Dalai Lama, 50 heures de discussion qui ont été transcrites, qui parlent des émotions et de la compassion. Et sa sainteté a montré qu'il est très important de ne jamais haïr une personne malsaine ou hostile, quelqu'un qui nuit aux autres, parce que c'est l'enseignement standard pour développer la compassion dans la méthode en 7 causes ou l'échange de soi avec autrui, dans le Lojong, l'entraînement de l'esprit. Cette personne qui nuit aux autres ou qui peut-être réagit mal avec vous, dites-vous qu'elle est simplement dérangée temporairement. Et vous pourriez penser que votre mère ne doit pas être détestée tout simplement parce qu'elle est en colère vis-à-vis de vous. Et donc, toutes ces personnes, Donald Trump inclus, veulent être heureuses. Ils veulent être libérés de la souffrance. Ils partagent cela avec moi, je partage cela avec tous les êtres.
Et malgré tout, il crée les causes de ses propres souffrances. Quelqu'un qui peut avoir le plus besoin de compassion. I think this one you already replied during this session tonight, but we can even ask. Let's move on to a different one. Okay. I think let's make this the last question Okay. for tonight. So during the meditation practices, either on a tactile sensation or a thought, I have the feeling that I visualize everything with my mental consciousness involuntarily. Is there any antidote, any particular antidote for that? Donc la question, c'est pendant les méditations, que cela soit une sensation tactile ou une pensée, j'ai l'impression de tout visualiser avec mon mental malgré moi. Y a-t-il un remède particulier? Donc c'est une expérience très commune. Et puisque c'est la dernière question, je vais mentionner simplement la conceptualisation. Et comment notre esprit, généralement, n'est pas équilibré. Et donc, dans le domaine de la conceptualisation. Il y a une étude à l'université d'Oxford qui décrit comment nous sommes dans un temps sans précédent dans l'histoire humaine, où le degré auquel la conceptualisation guide notre esprit, et en fait ce n'est pas nécessairement le cas dans la structure de notre cerveau, la structure de notre esprit. Ce n'est pas dans leur structure d'être totalement conceptuel. Et donc très brièvement, ce qui a rendu cela possible, c'est qu'il y a eu la révolution industrielle à partir des années 50. Tous ces fermiers, ces fils de fermiers sont venus travailler à l'usine dans les villes. Et la plus grande partie de la population vit dans les villes plutôt que dans le monde rural. Et donc chacun vit un monde qui est créé par la conceptualisation, par l'esprit conceptuel, toutes les règles roulées sur cette partie de la route, etc., comment on se comporte en ville, les magasins, tout l'entertainment, tous les médias, etc., tout ça, on est complètement immergé dans un monde de conceptualisation, de conception. Et donc on commence à appréhender le monde conceptuellement plutôt qu'au travers de notre conscience simple. Et donc on est totalement illusionné parce qu'on prend les apparences conceptuelles comme étant la véritable réalité, la vraie réalité. Et donc un élément très intéressant dans les recherches sur l'hémisphère gauche conceptuel du cerveau, elle est totalement inconsciente de l'existence de la conscience de l'hémisphère droit. Et donc c'est très intéressant parce que l'esprit conceptuel qui domine la plupart de nos pensées conscientes croit qu'il a le paysage tout complet et la véritable image de la réalité, parce qu'il est totalement inconscient d'une alternative qui existe. Et donc avec ces pratiques du Dzogchen et du Mahamudra en particulier, quand on est dirigé directement vers la conscience sans avoir l'attention focalisée, etc.,
et exclusive, c'est un antidote formidable parce qu'on travaille avec la conscience. C'est un antidote merveilleux pour aller trancher à travers de l'esprit conceptuel. Pourquoi? Parce que on peut voir le mensonge de l'esprit conceptuel. On peut voir qu'il n'est pas toute la réalité. Comment est-ce qu'on fait cela? On observe l'esprit de la conceptuelle du dessus. On observe l'esprit de l'extérieur de l'esprit du point de vue de la conscience substrat. Et donc quand on voit cela, on voit exactement le monde de la conceptualisation et on voit que c'est un monde extrêmement puissant, extrêmement important. Et donc il a produit toute notre culture, nos langages. Et c'est ce qui nous permet de connaître l'expérience du Bouddha. Et tous les grands Mahasiddhas, les yogis, tous ces éveillés ont communiqué cela de manière conceptuelle. Et on comprend cela conceptuellement. Mais on doit réaliser que la conceptualisation n'est qu'une vérité partielle ou partielle. Et donc, il est très important d'employer nos sens non conceptuels pour trancher à travers la conceptualisation. Et donc, la personne a mentionné l'expérience du corps, la méditation du souffle, yes, avec les pensées, avoir une expérience conceptuelle du corps, etc. Donc, c'est l'une des meilleures façons d'approcher cela, c'est avec cette pratique de la simple attention. C'est ce que le Bouddha a conseillé à Bahiya dans le sutra de Bahiya. Et il dit, oh Bahiya, dans le voir, il faut laisser simplement le voir. Dans l'entendu, il faut laisser simplement l'entendu. Dans le ressenti, il faut qu'il n'y ait que le ressenti. Et il continue et il conclut. Et c'est ainsi, tu vois, qu'il n'y a pas de personne. Dans le voir, dans le voir, dans l'entendu, dans le vu, etc. Il n'y a pas de personne. Et donc dans la simple attention, l'attention nue, et vous n'allez pas trouver le jeu, c'est associé à la production dépendante. Vous n'allez pas trouver de jeu inhérent, c'est une expérience commune. Quand on fait la méditation sur le souffle, pour commencer, c'est de s'en remettre au souffle et sur le corps de manière conceptuelle, c'est ce qu'on fait généralement. Et donc les gens, par exemple, ils vont avoir une image du corps et vont, par exemple, remplir la localisation du nez comme un signe comme le nez d'un personnage de dessin animé. Et peut-être que le nez va être un petit peu relevé. On a une image de dessin animé de nous-mêmes en train de respirer, et l'image du souffle qui retrousse le nez. Et donc on peut avoir une image du corps et on peut respirer avec cette image visuelle. Et donc une façon très puissante d'aller au-delà de cela, c'est de reconnaître que les 5 champs sensoriels, les 5 consciences sensorielles ne sont pas conceptuelles. Et nous pouvons, la mentation ou la conscience mentale peut transformer une conscience sensorielle en une conscience conceptuelle, en une expérience conceptuelle. Donc ce que généralement nous percevons, l'esprit conceptuel, les élaborations de ces informations sensorielles, nous, quand on va aller voir ce magnifique coucher de soleil, et donc on peut voir ce coucher de soleil avec une simple attention nue, simplement voir les couleurs, on va être captivé par cela avec une attention vivace et stable, ou simplement se dire, oh,
Ah, c'est un coucher de soleil en France. Ah, c'est différent des couchers de soleil en Toscane. Et je pourrais vous dire pourquoi. Parce que ils sont plus dorés en Toscane. Et je préfère ceux qui sont plus dorés. Et c'est pourquoi ces grands maîtres ont fait ces peintures et ça continue. Et donc vous pourriez comparer. Ah, c'est le coucher de soleil le plus magnifique du monde. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire à quelqu'un. Je vais parler de ces... Et donc c'est interminable. Et donc le soleil s'est déjà couché avant que vous n'ayez pris conscience et vous l'avez loupé. Et donc l'attention nue peut s'en remettre au souffle qu'au travers des sensations tactiles, plutôt qu'au travers des conceptualisations. Et donc ce sera un très bon début de simplement remarquer les sensations tactiles comme étant simplement des sensations tactiles et rien d'autre. Dans le ressenti, laissons simplement être le ressenti. Ainsi soit-il. C'est une immense masse de mérites que nous avons accumulée aujourd'hui. La vertu de notre motivation extrêmement puissante, nos pratiques dédiées. Et puisse cette vertu mûrir, pas comme étant des plaisirs temporaires, comme un magnifique coucher de soleil, mais que cela mûrisse comme étant le bienfait ultime pour tous les êtres. Puissent tous les êtres apprendre à connaître la tranquillité. Puissent tous les êtres connaître la paix. Puissent-ils connaître une voie qui mène à la libération et trouver des maîtres parfaits et authentiques qui les guident sur cette voie vers le but ultime, l'éveil parfait. Pour que la souffrance puisse être éliminée du monde pour toujours. Grâce à toutes ces vertus accumulées aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi.